Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu, les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Merci de rejoindre cette équipe, cette émission qui vous parvient tous les matins à 9h sur Radio Espace et sur le réseau synchronisé de nos médias, donc au sein du groupe Adafo Média. Vous êtes également à l'écoute de cette émission à travers nos médias partenaires. Du côté de Kindia, c'est Kanyazik qui relaie cette émission. Espace Forêt 99.7, modulation des fréquences du côté de la Guinée forestière. La même fréquence dans tout le Kakandé et dans le Fouta, 99 tout court à Kankan, Nabaya. Vous avez 3 possibilités pour réagir à nos débats et à nos sujets dans cette émission. GG au 93 si vous êtes abonné au Orange, ou vous faites le 657 39 13 13 précédé de l'indicatif de la Guinée. Vous avez aussi la possibilité d'aller sur la toile www.espacefmguinée.info ou sur Twitter hashtag espace GG. Et derrière, nous prendrons en compte vos réactions dans cette émission. Au menu chez les GG, la Guinée qui veut assumer son passé politique, qui est loin d'avoir été un long fleuve tranquille de l'indépendance à nos jours. Bien de faits dramatiques ont entaché le cheminement sociopolitique à la fois tumultueux et douloureux de notre pays. Un livre intitulé Mémoire collective, une histoire plurielle des violences politiques en Guinée, retraçant donc ces événements, rédigés par des défenseurs des droits de l'homme et des universitaires guinéens sur initiative de la FIDH et de RFI, sera présenté ce mardi à Conakry. Cérémonie prévue à 16h au Palais du Peuple. Que peut-on retenir du contenu de cet ouvrage? Quels enseignements peut-on en tirer? Entre autres questions que nous nous posons ce matin. Notre invité à la demi-heure, c'est bien sûr monsieur Juan Gomez, qui n'est plus à présenter, donc journaliste vedette de RFI. Il sera en notre compagnie tout à l'heure. L'autre actualité, c'est bien sûr cette crise à la Cour constitutionnelle. Les 7 conseillers frondeurs de la Cour constitutionnelle se paieront-ils d'audace pour passer à l'acte après-demain, jeudi 27 septembre? Rien n'est moins sûr. Il faut dire que dans la perspective de la volonté affirmée par ces membres de la plus haute juridiction de notre pays de se choisir un autre président ce jour en lieu et place de Khalifa Sall, qu'ils disent avoir destitué au terme d'un arrêt pris le 12 septembre dernier, toutes les options restent ouvertes. En attendant, plusieurs voix s'élèvent pour fustiger cet acte jugé illégal et anticonstitutionnel visant à servir un agenda caché. Une marche citoyenne est annoncée pour demain mercredi ici à Conakry, à laquelle partis politiques, sociétés civiles et organisations socio-professionnelles devraient prendre part. Qu'en pense le CNOX? À quelles implications juridiques et politiques renvoie cette crise et comment en sortir? Ce sont des questions que nous allons poser dans la deuxième partie à notre invité, Dr Dansa Kourma, président du Conseil national des organisations de la société civile guinéenne. Merci de rejoindre l'équipe. Moussa Moïse, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Bonjour Jacques Lewaleno. Bonjour Abakar Diallo. Roby Sarah, bonjour. Bonjour. Bonjour Tamba Zakari Milimono. Bonjour Abakar. Bienvenue à tous. Pour commencer donc Tamba, crise à la Cour constitutionnelle, nouveau rebondissement. Oui, de nouveaux rebondissements. Ce sont 2 éléments nouveaux qui entrent en compte finalement, qui font que désormais, comme on le dit, il y a du grain à moudre pour les 8 commissaires qui ont décidé donc de déposer tout simplement le président de la Cour constitutionnelle. Les 7 commissaires qui ont donc décidé de déposer le président de la Cour constitutionnelle. Le premier acte, c'est celui du greffier en chef. Vous savez, à la Cour constitutionnelle, il y a un greffe. Et le responsable de ce greffe-là, en la personne de Maître Daï Kaba, a décidé d'interpeller le vice-président de la Cour constitutionnelle, parce que je rappelle que à partir de la motion de défiance qui avait été adoptée depuis le 5 septembre dernier, le président Khalifa Sall n'est plus, pour les autres membres de cette cour-là, président de l'institution. On attendrait bien sûr que tout cela soit entériné par dans les moments qui suivent.
Alors nous avons donc obtenu copie de ce document qui a été adressé au vice-président de la Cour constitutionnelle par le greffier en chef dont je viens de donner le nom. En gros, ce qu'il faille y retenir, c'est d'abord un principe de droit qu'il faut expliquer à nos auditeurs. Je pense qu'on va essayer quand même de relayer un peu le contenu de ce courrier. C'est extrêmement important, Tamba. Il l'a écrit, vous savez, avec des expressions de droit. Je pense que pour la compréhension de nos auditeurs, c'est préférable d'expliquer ce qu'il y a à l'intérieur. Le texte intelligible. Oui, je pense que c'est ce qui est la meilleure façon de procéder. Alors, ce qu'il y a à savoir, c'est que chacun des actes, chacune des délibérations qu'il y a au sein de la Cour constitutionnelle par ces membres-là, se fait en présence d'un greffier en chef. En l'occurrence, Maître Daïkaba. Alors, pour apporter du crédit et de la légitimité et aussi de la légalité à chacune des actions qui sont prises, à chacune des décisions qui sont prises en délibéré ainsi par les membres de cette cour-là, lorsque le greffier en chef n'est pas présent, eh ben, l'acte peut être frappé de nullité, tout simplement. Et il se trouve que autant pour les réunions préalables qui ont conduit à l'adoption de la motion de défiance, le greffier en chef n'y a pas pris part. En clair, on ne peut pas accorder de crédit à cet acte-là qui a été pris par les différents membres de la Cour constitutionnelle, excepté bien sûr le président Kélé Fassal. Alors, ce courrier vient simplement, premièrement, pour se dégager d'une responsabilité. C'est-à-dire que si les autres membres de la Cour constitutionnelle veulent bien déposer leur président, quitte à eux d'en assumer la responsabilité, le greffier en chef dit tout simplement qu'il n'y a pas pris part, il n'y est pas associé, et de ce fait, l'acte ne peut pas être scellé de légalité, tout simplement. Ça, c'est un premier acte, naturellement, qui existe. On pourrait le lire au besoin. Mais Aboubacar Diallo, on en attendait suffisamment de nos hommes de droit. Effectivement. Eh bien, celui que l'on surnomme dans l'univers des sciences juridiques en Guinée, le pape du droit, s'est donc exprimé. Il a pris la peine, au-delà de ses sorties médiatiques. On l'a eu dans le club de l'actu avec Antoine Kourouma. Donc le professeur mais aussi dans les grandes gueules. Absolument. Et le professeur Zogbelemou a donc pris la peine de faire un travail fouillé cette fois-ci sur les différents actes qui ont été pris. À la fois sur la motion de défiance, mais également sur l'arrêt qui a conduit à la destitution de Kélé Fassal. Alors, très rapidement, parce que là encore, il s'agit de droit, il s'agit de pouvoir le rendre intelligible pour nos auditeurs. Il relève une première faille, une première difficulté à souligner. C'est au niveau de la composition de la Cour constitutionnelle. Il le dit très simplement. Les 9 juges doivent être âgés de 45 ans, nous l'avons suffisamment dit ici. Il y a eu des réserves qui ont été relevées au niveau de l'âge de certains d'entre eux, de 4 notamment, dont un se trouve aujourd'hui au niveau de l'INIDH. Alors le professeur, il fait bien de remarquer que tout premièrement, il s'agit d'une violation de la Constitution. Donc l'article 100, alinéa 2 de notre Constitution, sur l'âge des membres de la Cour constitutionnelle. Il s'agit d'une première violation. Une deuxième violation, tout simplement, c'est plutôt une constatation de la violation, parce qu'aucun membre incriminé par ce constat-là n'a daigné prendre la parole pour apporter la preuve du contraire. Et donc, la Cour constitutionnelle c'est mal constitué depuis la première législature. Vous vous rappelez qu'on a procédé à un changement avec cette prestation de serment en face du président de la République, alors que le président de l'Assemblée nationale aurait également dû être présent. Tout comme le président de la Cour constitutionnelle. Absolument, ce qui n'a pas été le cas. Ça, c'est une première remarque que le professeur de droit il fait. Deuxièmement, sur l'analyse de la crise. Il rappelle tout simplement que la crise liée à la destitution du président Kélé Fassal par l'arrêt 01 du 12 septembre 2018, suite à une motion de défiance qui avait été, je l'avais déjà dit, adoptée le 5 septembre de 2018, c'est de là que tout est parti. Alors, il se pose 3 questions d'ordre juridique, mais des questions bien simples. Premièrement, est-ce que les membres de la Cour constitutionnelle peuvent destituer ou non leur président? C'est la toute première question. Si oui,
Alors, comment est-ce que cela doit procéder? Il s'agit là d'un questionnement de forme. Oui. Suivant quelle procédure? Et maintenant, pour quel motif? C'est la fameuse question du fond qui a été relevée. Et là, le législateur ne s'est pas tu, Aboubacar Diallo. Les articles 5, 6 et 11 de la loi organique de 2011 sur la Cour constitutionnelle permettent justement, établissent la procédure légale indiquée pour la destitution éventuelle du président de la Cour constitutionnelle. Oui. Plus loin, et il faut le dire, le président de la Cour constitutionnelle peut être, on l'a déjà suffisamment brandi ici, il peut être déposé pour parjure. Cela a été suffisamment dit ici. Ouais. Et le président, le professeur, le juriste prend la peine de définir ce que c'est que le parjure. Parce que au-delà de tout, on est un peu perdu avec ces termes de droit. Mais le parjure, en des termes bien simples, c'est le fait d'agir de manière non conforme à un serment auquel on a souscrit au départ. Oui. Je m'engage, par exemple, à faire respecter la Constitution, à la respecter, à la faire respecter. Si dans l'exercice quotidien de mes prérogatives, je fais autre chose que respecter cette Constitution, eh ben, je suis à fond dans le parjure. Autre motif pour lequel on peut porter devant les juridictions des besoins liés à la destitution d'un président de la Cour suprême, c'est lorsqu'il se rend coupable d'un crime ou d'un délit. Vous faites bien en mentionnant le fait que le besoin de saisir les juridictions. Absolument. C'est en connaissance de cause, justement. Bien entendu. Et là-dessus, il n'y a que la Cour suprême qui est habilitée à le faire. Exactement, qui est habilitée à le faire. Là, on parle carrément d'actes qui auraient des incidences simplement pénales. Et là-dessus, on saisit la Cour suprême pour revenir là-dessus. Le président de la Cour suprême peut, ça c'est plutôt les membres, vu que le président de la Cour constitutionnelle, avant d'être président de cette institution-là, il est d'abord membre de la Cour constitutionnelle. Et à ce titre, tous les membres de la Cour constitutionnelle peuvent voir leur situation portée devant une juridiction lorsqu'ils sont pris en flagrant délit. Et là-dessus, la loi, elle est bien simple, c'est au terme de 48 heures que la flagrance doit être constatée et portée devant une juridiction. Ce délai passé, eh ben, vous tombez dans une situation de caducité où vous ne pouvez plus justement saisir. On peut donc tout simplement constater, parce qu'il s'agit là d'un document de 7 pages dont le contenu, avec tous les ancrages juridiques que vous connaissez. Et quelles sont les conclusions qu'il tire finalement? Eh bien, tout simplement, la première conclusion, c'est celle que j'évoquais tantôt, c'est que ces membres qui sont suspectés de ne pas avoir l'âge requis pour être membre de la Cour constitutionnelle, qu'ils prennent la peine justement d'apporter du démenti ou que les mesures qui s'imposent soient tout simplement prises. Deuxièmement, que la motion de défiance, elle n'est propre qu'aux organes politiques. Or, la Cour constitutionnelle n'est pas un organe politique. Le juriste prend la peine de le dire. Et donc, la motion de défiance est d'une nullité, mais qui saute aux yeux, qui crève l'œil. On n'en a pas du tout besoin au niveau de la Cour constitutionnelle. De l'autre côté, c'est que les mesures que je viens d'évoquer, notamment la saisine de la Cour suprême, et liée par exemple au cas de crime et de délit, n'ont pas été constatées dans ce cas-ci. La question du parjure liée au serment qui a été engagé, là aussi, n'est pas attestée. Et de ce point de vue, il ne s'agit là encore que d'une fuite en avant carrément. En gros, on n'a pas voulu suivre la démarche. Ce qu'on peut en déduire, c'est que les conseillers frondeurs, passez-moi l'expression, ont plutôt mis la charrue devant le bœuf. Ils ont mis la charrue avant les bœufs, mais c'est même pas la bonne charrue qu'ils ont utilisée. Je pense que c'est ce qu'il faut dire. Ce n'est pas la bonne charrue. Moi, je vais terminer tout simplement pour dire que c'est vrai, il y a des suspicions au niveau de la gestion des fonds, qui est celle justement du président de la Cour constitutionnelle. Mais là encore, il y a une démarche simplement prévue par rapport à ça. Là, on parle de délits financiers, de crimes économiques. Là-dessus, allez-y. Il y a une procédure bien simple, mais encore une fois, la motion de défiance qui a été celle suivie par les membres de la Cour constitutionnelle, encore une fois, n'avait pas lieu d'exister pour cette institution. Merci. Allez-y, Moussa. Ceux qui ont mis en branle cette expédition, parce que je pense, à mon avis, avec un petit recul, on sent bien qu'il s'agit d'une expédition. Il y a des gens qui sont en mission. Ben, celui
qui leur a donné cette mission. Et il est en droit aujourd'hui de demander que ce qu'il a donné pour que l'expédition se passe exactement bien, que ce qu'il a donné lui soit reversé. Parce que ça n'a pas réussi, ça ne peut pas marcher. D'abord, ce dont il est question, à mes yeux, ce n'est plus une question de destitution de Khalifa Sall ou de motion de retrait de confiance. C'est comment il y aura une procédure pour que ces 7 commissaires, ces 7 conseillers puissent répondre devant la loi et aller en prison. Ouais. Parce que c'est maintenant eux qui ont violé la loi. Effectivement. Parce qu'il y a une question de parjure. Alors imaginez, ils ont rendu un arrêt. Le 12, ils ont attribué un numéro à cet arrêt. Numéro 001. Ce numéro ne peut être attribué que par un greffier en chef. Oui. Le greffier en chef sort de sa réserve pour dire ils ont mis mon nom mais je n'y étais pas. C'est pas moi qui ai mis le numéro. C'est suffisamment grave. C'est la honte, Moussa. Franchement. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une réunion à l'issue de laquelle il y a eu un PV, un procès verbal. Ils transposent certainement le numéro du procès verbal en numéro d'arrêt. Donc ils se donnent les prérogatives d'un greffier en chef et ils la posent sur l'arrêt. C'est très grave. Ils ont transmis un document, un faux document. Donc c'est incroyable. C'est faux usage de faux. Exactement. Ouais. Donc ils peuvent être poursuivis pour faux usage de faux. Je pense que là, le balai citoyen, le canard enchaîné ou déchaîné, tous ceux qui se battent pour préserver la Cour constitutionnelle ne doivent plus se tromper de cible. Il s'agit de trouver les voies et moyens pour traduire la justice ces transgresseurs de la loi en prison. Moussa Il faudrait qu'ils répondent de leurs actes. Mais comment vous pouvez être au siège du respect de la Constitution, ceux qui sont censés être les gardiens de la Constitution, qui sont censés, parce qu'il s'agit quand même de la plus haute juridiction dans notre pays. Effectivement. Comment ces personnes peuvent se permettre de mentir? Parce que c'est un mensonge. Qui a donné le numéro? Il faut qu'ils répondent. Qui a donné ce numéro à l'arrêt? En tout cas, la sortie de Maître Daï Kaba, c'est sans appel. C'est rassurant. Je souhaite encore une fois. C'est un coup de saumon. Je finis rapidement. C'est un coup de saumon. Je souhaite rapidement quand même saluer le courage de ce greffier en chef. Il a décidé de prendre son destin en main. Et puis, c'est pas pour te couper, parce qu'il faut rappeler, quand vous parcourez son courrier, il a dit, il explique que la démarche a été celle, la démarche qui a été celle du président, du vice-président, monsieur Bangoura, je crois, Mohamed Lamine Bangoura, qui l'a sollicité pour qu'il puisse délivrer ce qu'ils appellent l'expédition de l'arrêt. Mais il peut pas le faire. Donc vous voyez combien de fois c'est assez machiavélique. Donc le vice-président, il a sollicité le greffier en chef qui n'était pas à la réunion. Il le sollicite pour qu'il valide, qu'il donne sa caution. C'est le greffier en chef. C'est lui qui attribue le numéro de l'arrêt. C'est lui qui en délivre les grosses. Et c'est lui qui justement fait les expéditions. Il n'y était pas. Alors ils ont triché. Ils ont mis un faux numéro. Lorsque vous faites un examen national et que vous trichez, on sait ce qui se passe. Et bien ceux qui sont en robe noire, qui le font également, ou qui sont en cravate, qui le font, la justice doit être égale. Robe rouge, la sanction doit être plus sévère. Parce que là, la robe elle est rouge. C'est pas possible. Merci Moussa. Merci vraiment pour ce coup de gueule. Allez-y. Les putschistes ont voulu faire ça de manière très précipitée, donc ils n'ont pas eu le temps de s'organiser. Alors moi, ce que je comprends pas, moi je pense que le débat est clos, franchement. C'est que de grands le débat est clos. Non mais de grands. Non, à partir de la lettre de Daï Kaba, le débat est clos. Ceux qui se disent grands constitutionnalistes viennent exactement répéter le même schéma qu'ils ont reproché à celui qui veulent destituer. C'est-à-dire on l'accuse de faux usage de faux pour avoir fait lecture d'un faux document devant une plénière, alors qu'eux-mêmes ils sont dépositaires d'un plus faux document que celui qui Khalifa Sall a certes lu. Il faut encore prouver qu'il a vraiment eu un faux document qu'il a lu. On lui dit mais vous avez mal géré nos fonds sans vraiment apporter de documents authentifiés qui prouvent que le président de la Cour constitutionnelle s'est permis une certaine gestion cache-sexe de l'économie de la Cour constitutionnelle. Vous rigolez avec ça. Mais heureusement,
heureusement qu'il y a un dernier rempart. C'est ce greffier, c'est ce maître Ndiaye. Mais moi, Maître Ndiaye Kaba, ce qui me sidère, c'est le silence de d'autres constitutionnalistes. Ouais. C'est vrai que Maître Zobelemou a essayé quand même d'éclairer. Alors, il faut lui en féliciter. Il faut lui en féliciter d'éclairer la lanterne du public qui a du mal à comprendre généralement les termes juridiques qui sont pour nous des tests bibliques. Il faut une explication. Mais ce qui est dommage, Roby, on a vu toutes sortes de juristes, des mercenaires du droit sortir de nulle part et des communicants pour interpréter et des communicants sur les réseaux sociaux qui commencent à sortir on a retrouvé tel document, des articles dans le bureau de Monsieur Khalifa Sall, celui le principal financier du ballet citoyen, il a sorti 500 millions pour financer des groupes, etc. Je pense que le débat n'est pas là. Le débat est juridique, le débat est constitutionnel. Le débat, c'est pas d'aller fouiller dans les tiroirs de Monsieur Khalifa Sall pour sortir des lettres qu'il a adressées à tel ou tel. Il faut aller au-delà de ça. Et moi, ce que je veux dire, c'est que je suis sidéré. Et en ce moment, Moussa Moïse dit exactement la vérité. Le greffe a été un rempart, a été celui finalement qui jette ce boulet d'oxygène dans l'atmosphère que nous respirons et nous en sommes très contents. De plein poumon et nous en sommes très contents. Je pense que désormais les cibles sont ailleurs. Il faut poursuivre les putschistes. Et les putschistes, évidemment, ce sont ces commissaires là. Des grandes gueules. Allez-y, Jacques. Je pense que le problème fondamental, il doit être réglé, celui qu'on soulève, le fait que certains conseillers y soient alors qu'ils ne devraient pas y être. Effectivement. Ce problème doit désormais être résolu pour l'avenir. C'est vrai qu'eux-mêmes ils sont dans l'illégalité. Au sein de cette institution, je crois que le législateur ne s'est pas trompé quand il a dit qu'il faut avoir 45 ans révolus. Cela ne veut pas dire que si vous n'avez pas 45 ans, vous n'êtes pas sage, mais je pense que l'âge, on ne l'a pas limité, on ne l'a pas fixé pour rien. On l'a pas fixé pour rien. Donc, il faut faire en sorte que ce problème-là soit résolu pour l'avenir. Et vous voyez que les conseillers eux-mêmes, je crois, ils ont des difficultés parce qu'ils ont droit de réserve, comme ils le disent. Ils sortent quand même des documents que nous pouvons lire. Et il n'y a pas possibilité de les entendre sur un certain nombre de choses. Mais quoi qu'on dise, il y a quand même des juristes qui interviennent à l'extérieur et qui éclairent, n'est-ce pas, la lanterne des gens. Mais je continue encore à me poser des questions comme je l'ai fait la dernière fois avec la démarche de l'association des magistrats qui a tenu la dernière fois une assemblée et dont on n'a pas les conclusions. On ne sait vraiment pas ce que l'association pense de cette histoire. Parce que j'ai douté de la dernière question que l'équipe de Maître Thiam, ou je ne sais pas si on les appelle Maître ou Monsieur Thiam, se posait. Donc la dernière question c'était de savoir, et on va réfléchir s'il faut remplacer Khalifa Sall ou pas. Alors que Khalifa Sall, quoi qu'on dise, pour l'instant, a été tout simplement, si vous voulez, destitué de la présidence de la Cour constitutionnelle, mais non renvoyé de la Cour constitutionnelle. S'il y a une réflexion au sein d'une association qui l'a mandaté pour voir une possibilité de le remplacer, je pense que c'est douteux. Et la réunion de la dernière fois n'a pas donné de conclusion. En tout cas, il n'y a pas eu de communication. Moi, personnellement, je l'ai appelé pour l'avoir en interview. Il a dit que pour l'instant, ce n'est pas. Mais moi, je pense que tout simplement, il faut les laisser à leur doute et à leurs atermoiements. Allez-y, Madame Yoro, pour clore. Je pense qu'on ne peut pas être plus clair que les explications données par le professeur constitutionnaliste. Maître Zogbelemo, j'y arrive. Je vais t'aider. Zogbelemo, voilà. Donc, j'y arrive. Je pense qu'on ne peut pas être plus clair. En fait, ce qui fait mal un peu dans ce pays, c'est cette volonté de rattacher les gens à des situations. À chaque fois qu'on se sent en état de faiblesse, on crée une situation. On prend des choses, on colle à M. Khalifa Sall. On suppose que oui, parce qu'il y a une mobilisation, c'est lui qui est derrière. C'est ça le mal de la Guinée. À chaque fois qu'une situation n'est pas en notre faveur, on veut créer des conditions pour créer le trouble. Je pense que là où le trouble a été créé, parce qu'il est déjà créé par ces 8 conseillers. Et ils sont 7, il faut rectifier. Voilà, parce que le greffier ne fait pas partie. Non, mais il y a le 8e conseiller, c'est une dame. Apparemment, elle était du côté de la France à l'époque. Ce que je voudrais dire... Ouais, mais elle communique, certes avec les autres. Non, mais attendez, ce que je voudrais dire... Je pense que... ce que M. Daï a fait, ce que M. Daï Kaba a fait, il a évité, par exemple, d'être une marionnette. Effectivement. Tel qu'on a, comment on appelle, utilisé les dames du port
il n'a pas voulu être cela. Les dames ont été utilisées, elles se sont laissées manipuler. Madame Yoro, ça c'est un autre débat. Non, mais c'est la même chose, quoi. En fait, dans ce pays, c'est ce qu'on fait. On t'appelle, on te met la pression, on te dit. Non, elles se sont laissées manipuler. Moi, à leur place, j'aurais lu. Ouais, mais il faut si pas nous c'est l'avantage de la Guinée, c'est triste souvenir. Tu n'es pas obligé de signer. Mais malheureusement, le monsieur aurait pu faire la même chose. On aurait pu le corrompre, lui donner de l'argent ou faire quelque chose pour l'amener à faire la même chose. Mais il a choisi la Guinée. Il n'a pas choisi l'argent ou un groupe de personnes. Il a choisi la Guinée. Parce qu'il s'agit de la Guinée, là. Il s'agit de notre pays. C'est l'honneur de la Guinée qui est en train d'être souillé par des personnes qui sont mues par des intérêts égoïstes. Il faut mettre l'intérêt du peuple en avant. On ne peut pas, non seulement vous êtes dans l'illégalité, parce que vous n'avez pas l'âge, on ne dit pas qu'on ne peut rien reprocher à M. Kéléfa Sall. Mais s'il y a quelque chose qu'on lui reproche, suivez la voie légale. Qu'est-ce qu'il faut faire en la matière? Il faut saisir la Cour suprême. C'est ce qu'on a dit, c'est ce que tout le monde a dit. Mais je pense que ces personnes qui sont déjà à cette Cour n'ont pas la légitimité même d'intenter aucune autre procédure. Ouais. Le combat désormais, c'est de faire en sorte que ces personnes quittent là-bas parce qu'elles n'ont pas l'âge requis pour y être. Je pense que 45 ans, c'est l'âge de la maturité. Et vous ne pouvez pas être à la Cour suprême et mentir au peuple. Vous avez menti, vous devez payer le prix. Et le prix, c'est quoi? C'est d'être poursuivi en justice et payer pour ce que... Parce qu'ils sont en train de créer des troubles. Vous imaginez? La Guinée vit combien de crises aujourd'hui? C'est une espèce de rébellion. Ils viennent à rajouter. C'est des putschistes. On l'a dit. Il y a tellement de crises que eux qui sont les sages, eux qui devraient, comme on appelle, tendre une sorte de bouée de sauvetage au peuple quand nous sommes en difficulté, c'est eux qui nous enfoncent dans le trou. Et ça, c'est vraiment dommage. Il y a bien des faux sages dans le pays, hein, franchement. Ah oui, c'est le constat qu'on vient malheureusement de faire. Tamba, oui, à la demande de beaucoup d'auditeurs, on va faire lecture de ce courrier de Maître Daïkaba. Et puis, Roby, donc tu viendras donc clôturer tout cela. Allez-y, Tamba. On va y venir justement. Et Moussa Moïse a posé une question importante avant la lecture de ce courrier-là. Il revenait sur le procès verbal le premier, donc le 5 mars, qui finalement, le procès verbal de réunion. 5 septembre. Oui, du 5 mars. Du 5 mars plutôt. Okay. 5 mars 2018, il y avait un procès verbal. Au lieu de continuer sur la même logique, on en est venu à un arrêt. Et le professeur s'est posé la question pourquoi? Et il y donne une réponse très intéressante. La réponse, elle est simple. Et il dit, les arrêts de la Cour constitutionnelle étant insusceptibles de toute voie de recours, il fallait y recourir pour rendre la décision de destitution irréversible. Le fait est accompli. En fait, il explique tout simplement que les membres de la Cour ont calculé stratégiquement qu'est-ce qui était plus à même de bénéficier à leur cause. Et donc, ils ont choisi tout simplement l'arrêt. Moi, j'ai envie de dire... Ils ont choisi le raccourci. Hein. Voilà. Et comme ils disent dans les facultés, le pape du droit a parlé. Il faut simplement tirer l'échelle, passer à autre chose. Revenons à ce courrier adressé au vice-président de la Cour constitutionnelle par le greffier en chef. Il dit tout simplement, je suis au regret. Pourquoi adresser au vice-président? Il y a quand même une explication cela, parce que c'est lui qui l'a sollicité. Absolument, Bakar, vous l'aviez déjà dit. Il dit, je suis au regret en ma qualité de greffier en chef et chef du greffe assermenté de cette cour de ne pouvoir faire droit à votre demande de délivrance d'une expédition de l'arrêt numéro 1 R1-001 du 12 septembre 2018, au débat duquel je n'ai pas assisté. Dès lors que je n'ai pas pris part, en ma qualité de greffier en chef au débat de l'audience qui a rendu cet arrêt, je ne saurais en délivrer une expédition, quand bien même que la minute n'est jamais parvenue au greffe sans commettre du faux et violer le contenu de mon serment. Je tiens à vous rassurer que le greffe est entièrement à la disposition de la Cour, avec l'assurance que la présente retiendra particulièrement votre obligeante attention. Je vous prie de croire, monsieur le vice-président, à l'assurance de ma considération. Le président est en copie de ce courrier. Le secrétaire général également est en copie de ce courrier. Moussa l'a dit, ce que ça veut tout simplement dire, je n'y étais pas, enlevez mon nom dedans. Non, allez-y pour clore. Des grandes gueules. C'est le document, j'adore ce document mérite d'être dans nos archives pour l'histoire, dans les annales, pour l'histoire, pour la mémoire collective comment on va en parler tout à l'heure d'ailleurs, mémoire collective. C'est un document anti-putsch. J'insiste sur le mot putschiste parce que pour moi désormais les 7, on va les appeler clairement les putschistes. Et moi ce que je déplore encore dans ce pays, c'est qu'il faut que les gens prennent conscience du danger parfois de certaines situations.
situation. Il y a une accumulation de crises, comme disait Madame Hierro, que nous n'avons pas résolues. Je pense que cette autre crise n'était pas la bienvenue. Et vous vous étonnez du fait qu'ils n'aboutissent pas. Vous vous étonnez du fait que ces sept putschistes finalement n'arrivent pas à mettre en place leur stratégie. Évidemment, c'est normal. S'ils passaient par la voie légale ne pouvait pas aboutir puisque la voie légale demande un certain nombre de processus, un certain nombre de règles à respecter. Et donc, il fallait faire un chemin court, il fallait sauter sur les étapes, il fallait piétiner certaines règles, toutes les procédures, etc. Mais malheureusement, ils ont trouvé devant eux Maître Ndaï Kaba. Et donc, lui, il a mis fin à leur aventure. Bien, la suite. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée.